Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous pour un nouveau numéro de l'Échiquier international en direct de Al24 News. Les États-Unis ont intercepté hier au large de l'Islande un pétrolier battant pavillon russe après une traque de plus de 2 semaines dans l'Atlantique dans le cadre du blocus, et ce afin d'entraver les exportations de pétrole du Venezuela par la mer. Depuis, les Américains parlent d'un navire fantôme et que le pétrolier ne transportait absolument pas de pétrole. Moscou a réagi aux demandes et demande aux États-Unis de bien traiter l'équipage russe qui a été trouvé donc dans ce bateau. L'affaire semble plus compliquée qu'elle ne le laisse entendre. Tout de suite, nous revenons au retour sur cette affaire. Pour en parler ce soir avec nous, Kamel Mansari, directeur de publication du Jeune Indépendant. Kamel Mansari, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Lila. Nous rejoint également Adnan Limem, professeur de droit public et de relations internationales depuis Tunis. Adnan Limem, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous et à tous les téléspectateurs. Alors, pour commencer, Adnan Limem, on va le faire quand même avec vous. On est au courant de cette histoire, de cette traque, comme on va le prendre quand même entre guillemets, parce qu'on attendant de trouver la terminologie qui va avec, mais pour l'instant, s'il s'agit vraiment d'une traque contre ce pavillon ou ce bateau russe depuis quand même de cela 2 semaines. C'est quoi finalement l'histoire de ce bateau exactement, si on voulait comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans cette mer des Caraïbes et surtout vers de ce côté de l'Atlantique? Ce bateau, pavillon russe, il est destiné à transporter du pétrole vénézuélien. Or, il y a des sanctions américaines unilatérales, peut-être légales au regard du droit interne américain, mais parfaitement et totalement illégales au regard du droit international, puisque les législations nationales n'ont pas vocation à être appliquées ailleurs. Donc, ce bateau, ce pétrolier qui bat pavillon russe a été ciblé par les Américains et leurs alliés et suivi à la loupe. Et donc, il a été saisi au moyen d'une intervention militaire, ce qui constitue évidemment un acte de piraterie au vrai sens du terme, mais ce qui constitue... Oui, très bien, Adnan Limem. On reste d'ailleurs sur ça. Finalement, Kamel, le bateau a été traqué depuis longtemps. Il aurait peut-être disparu à un moment donné, on ne l'aurait pas retrouvé exactement, on n'arrivait pas à le localiser. Et il s'avère que hier, l'annonce a été faite que son arrestation, et donc il a été intercepté et l'équipage arrêté. On va revenir sur ce qu'a dit Adnan Limem. Cette interception n'est pas légale du point de vue du code maritime. Est-ce que vous trouvez, comment doit-on juger justement cette interception américaine de ce bateau russe? Est-elle légale? Non, elle n'est pas légale, bien évidemment. Elle est illégale dans la mesure où ce bateau ne menaçait en rien, était dans des zones de territoire international, dans les eaux internationales, et en même temps, donc, il avait tout le droit de se diriger vers le Venezuela dans n'importe quelle destination du moment qu'il était, du plan de vue maritime, dans une situation, c'est-à-dire il avait tous les droits. Donc maintenant, les Américains l'ont intercepté pour des raisons tout à fait politiques. D'abord parce que les États-Unis, Washington, notamment l'administration Trump, a toujours accusé la Russie et la Chine d'être des soutiens, avec l'Iran bien évidemment, d'être des soutiens au régime de Maduro, c'est-à-dire au Venezuela. Donc aujourd'hui, du moment que les États-Unis avaient instauré un blocus dans les Caraïbes, donc ils contrôlent l'hémisphère, l'hémisphère ouest de la planète, donc ils se sont impliqués cette politique qui fait en sorte à ce que personne, aucune économie ou aucun commerce ne se fait avec le Venezuela, encore moins avec les autres pays. C'est-à-dire là, l'administration américaine est en train d'appliquer non pas la doctrine Monroe, qui était contre la présence
dont en théorie, dans le fondement, était interdire la présence militaire étrangère en Amérique latine. Mais là, on voit que ce que, d'ailleurs, Trump a changé la théorie en disant ce n'est plus la doctrine Monroe, c'est la doctrine d'Unruh. Donc, il l'appelle d'Unruh, c'est-à-dire avec une nouvelle stratégie, de nouvelles procédures, ce qui signifie qu'aujourd'hui, les États-Unis interdisent à tout pays, non pas de venir s'installer militairement, mais en plus sur le plan économique. Parce qu'aujourd'hui, l'administration américaine pense et avait décidé de faire de l'Amérique latine et des Caraïbes son territoire exclusif, en ayant le droit de changer même les régimes. Ce qui était le contraire de la doctrine Monroe. La doctrine Monroe était contre la présence étrangère militaire, mais jamais contre le changement des régimes. C'est-à-dire qu'elle ne s'interfère, même si la CIA faisait de manière ou d'une autre à aider aux chutes des régimes qui ne sont pas favorables aux États-Unis. Mais aujourd'hui, on voit que l'administration Trump est en train de changer complètement cette vision qu'avaient les États-Unis auparavant sur l'Amérique latine. Aujourd'hui, même parce que du moment qu'il y a des concurrents solides comme la Russie, la Chine, donc elle se dit que ces deux constituent une menace. Son existence est menacée. Non, pas pour son nom, parce qu'il faut revenir au rapport de janvier dernier sur la sécurité établie par l'administration américaine. Oui. Il faisait du contrôle de l'économie, et notamment du pétrole et des minerais rares, comme étant véritable enjeu pour l'Amérique. Mais pour ce faire, il faut dégager et chasser toutes les puissances qui se trouvent en Amérique latine, notamment la Chine. Donc on voit un petit peu le changement. Il faut réfléchir, analyser la situation. Dans cette nouvelle vision établie par l'administration américaine, on parle de la doctrine Monroe, mais c'est complètement le contraire qui est fait. C'est-à-dire on n'est même pas dans cette étape-là. On est passé au cap supérieur, carrément. Absolument. Donc il y a tout un changement de discours et de stratégie. Donc ce n'est plus... Donc tous les pays... C'est pour cela qu'aujourd'hui, l'administration américaine, elle dit, c'est-à-dire par la voix de Trump, qu'elle a le droit de prendre le pétrole du Venezuela parce qu'il appartenait aux Américains. C'est le même cas pour la menace de l'Iran. L'Iran, les compagnies pétrolières américaines travaillaient, opéraient en Iran, et ils ont été... le pétrole a été nationalisé. Également au Venezuela, le pétrole a été nationalisé, et cette nationalisation, elle figure dans la constitution vénézuélienne. Donc, pour voir un petit peu ce qui se produit, il faut revenir à ce que les Américains souhaitent faire en Amérique latine. Donc cette histoire du bateau, le navire, c'est vrai que la Russie a créé énormément de bateaux flottilles parce que pour justement éviter les sanctions imposées à Lukoil et à Rosneft. Les deux compagnies sont sujettes, subissent des sanctions depuis fin 2022. Donc on est automatiquement... C'est l'appliquement de ces sanctions. C'est une sorte de suite logique, quelque part. Pardon ? C'est une sorte de suite logique que d'intercepter maintenant des navires ou des bateaux russes ou chinois, peut-être. Non, aujourd'hui, les Américains, ce que veut faire Trump, c'est d'interdire, y compris tout commerce avec le Venezuela pour le moment. Bien évidemment. Ça peut passer à d'autres pays. Comme la Colombie, donc on parle du Panama. C'est pour ça qu'aujourd'hui on parle du Groenland. Donc il y a toute une stratégie qui est mise en place à travers cette nouvelle philosophie. Justement, en ce moment, il y a la Russie quand même a très vite fait de réagir. Moscou a réagi et a dit qu'elle exigeait ou demander à ce que son équipage ou l'équipage du bateau soit bien traité. Justement, Adnel lui-même, Moscou qui réagit, qui dit qu'elle exige que son équipage soit bien traité, s'avère que ce bateau finalement n'est pas du tout, c'est un pétrolier peut-être, mais en tous les cas il transportait pas de pétrole, mais il y avait beaucoup plus un équipage russe aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait se poser des questions là-dessus? Parce que les Américains ne veulent pas croire à cette version et qu'ils parlent même d'un sous-marin ou d'un bateau fantôme qui serait là aussi pour protéger justement ce bateau. Finalement, il est où le bout du fil, Adnel lui-même? Le bout du fil, c'est quand on examine le support conceptuel qui sous-tend ce genre de comportement unilatéral américain.
Et il faut bien évidemment, pour bien comprendre ce qui se passe et ce qui se passera dans un proche avenir, il faut revenir bien évidemment à la doctrine géopolitique américaine récemment publiée dans le cadre du document sur Mm. la stratégie de sécurité nationale américaine et qui adjoint ce qui a été appelé faussement le corollaire Trump à la doctrine Monroe. Or, en examinant le fond de ce corollaire, nous apercevons qu'il s'agit ni plus ni moins, et je pèse mes mots, d'une reprise de la doctrine du Lebensraum, de la doctrine de l'espace vital qui a Mm. été mise au point par Haushofer et qui a été adoptée et mise en pratique par le régime nazi, puisque les États-Unis considèrent tout l'hémisphère occidental, ils divisent la Terre en deux, l'hémisphère occidental et l'hémisphère oriental, ils considèrent que tout l'hémisphère occidental constitue leur espace vital et donc qu'il n'y a place pour aucune autre puissance pour les concurrencer dans l'hémisphère occidental et que, bien évidemment, il faut revenir à ce document très important qui dit implicitement que les États-Unis euh, ne se considèrent pas comme étant liés par le droit Mhm. international et considèrent les organisations internationales comme étant des entités ennemies. D'ailleurs, entre hier et aujourd'hui, les États-Unis se sont retirés de 66 organisations internationales. Donc, dans ce cadre-là, les États-Unis considèrent l'hémisphère occidental comme étant leur espace vital, qu'ils sont donc habilités à y faire ce qu'ils veulent, que bien évidemment le droit international ne compte pas du tout pour eux, qu'ils appliquent dans cette sphère des politiques unilatérales et même si cela suppose et rend nécessaire l'utilisation de la force armée. C'est cela le message, c'est un message géopolitique extrêmement grave à l'intention de la Russie, de la Chine et de toutes les autres puissances. C'est comme si on a adressé un message subliminal aux dirigeants des pays concernés. Ce message dit que ici, c'est nous qui faisons la loi, c'est nous qui faisons ce que nous voulons et il n'y a place pour aucun autre État. Si nous décidons que le pétrole vénézuélien doit revenir aux États-Unis, eh ben, ce sera comme ça, même si cela entraîne l'utilisation de la force militaire. C'est un message tout à fait clair dans la droite ligne de l'application de la nouvelle doctrine géopolitique américaine, qui est ni plus ni moins qu'une reformulation de la doctrine nazie du Lebensraum, de l'espace vital. Et bien évidemment, il s'agit là d'un basculement de la plus grande gravité d'un monde civilisé, entre guillemets, même si les grandes puissances commettent des agressions caractérisées, elles ont toujours cherché à donner un habillage juridique à leurs interventions militaires. Mais maintenant, il ne s'agit plus de cela, il s'agit d'annuler purement et simplement le système international qui a été mis en place après la Deuxième Guerre mondiale et nous allons basculer tout simplement vers la loi de la jungle, vers un Oui, monde où il n'y a pas de règles. Et oui. cela s'est passé, il est très utile de rappeler que euh, après la Première Guerre mondiale, il y a eu un système international qui a été mis en place, la Société des Nations, quelques règles fondamentales du droit international, etc. Mais à partir du moment où un État fort, l'Allemagne nazie en l'occurrence, a décidé de ne plus respecter ces règles, d'annuler ces règles du jeu et de faire dans l'unilatéralisme, nous avons eu évidemment directement la Deuxième Guerre mondiale. C'est le même scénario
qui est en train de se répéter, mais bien évidemment, nous essayons d'être lucides, mais pas extra-lucides, c'est-à-dire que nous n'allons pas, bien évidemment, nous ne connaissons pas l'avenir, mais ce qui est certain, c'est qu'il s'agit là d'un basculement très grave, d'un monde gouverné par un minimum de Oui. règles, qui cherche même à sauver les apparences au cas où des agressions caractérisées sont commises, vers un monde tout simplement sans règles. Et ça, c'est un basculement extrêmement grave et extrêmement Dangereux. important. Kamel Euh, Mansari, alors les informations sont très contradictoires. Certains disent qu'il n'y a pas de pétrole dans ce pavillon, d'autres disent que si, les États-Unis disent que si. Ils savent pas ce soi-disant pétrole va être transporté vers quelle destination. En fait, c'est pas ça qui dérange réellement, qui inquiète la question, et que est-ce que ça change le fait que ce bateau soit si vous voulez, transportant du pétrole ou pas. Qu'est-ce que ça change finalement? Est-ce que ça change quelque chose? Non, ça ne change rien, mais ça explique beaucoup de... Ça explique surtout enfin pas la théorie, mais la politique américaine dans la région, c'est-à-dire faire en sorte à ce que cette région-là reste sous contrôle américain, que ce soit par les terres, la mer ou par le ciel. Donc Oui. nous sommes vers un pays qui impose son dictat. Et ce dictat ressemble absolument à du colonialisme. Nous sommes là, justement, pour la doctrine Monroe n'est pas née rejeter le colonialisme, elle était pour l'autodétermination des peuples. Aujourd'hui, la théorie d'Monroe, elle fait quoi? Elle consacre le colonialisme. Et depuis l'avènement de Trump, c'est-à-dire les États-Unis se sont impliqués dans cette guerre. Ils ont mené cette guerre en Nigeria, en Syrie, en l'Iran. Ils ont ouvert des foyers partout. Ils ont ouvert partout. des fronts, alors que lui, il se prétendait qu'il était venu L'homme pour de faire la la paix. paix dans le monde. Oui. Et c'est ça un petit peu le paradoxe avec lequel apparaît, dans lequel évolue et se compose l'administration américaine au point qu'elle devient imprévisible. Donc on ne sait pas ce qu'elle pourrait faire à l'avenir. Donc nous sommes vers cette logique-là du moment que le rapport de janvier de la NSA disait qu'il fallait absolument que l'hémisphère ouest de la planète, c'est-à-dire le côté ouest, Western Hemisphere, revient sous la domination américaine, c'est consacrer un colonialisme. Aucun autre pays n'a le droit de se présenter. Pourtant, comme je l'ai dit, la doctrine C'est-à-dire effacer Monroe, toute la concurrence, quoi. non seulement ça, mais le contrôle, c'est-à-dire voilà. contrôler les pays. Pourtant, les États-Unis n'ont jamais intervenu militairement en Amérique latine. Ils l'ont fait une fois dans la baie des Cochons, lorsque leur sécurité était vitale, était menacée par les missiles russes. Donc c'est le seul moment où ils l'ont fait, parce que les missiles qui étaient déposés à Cuba pouvaient atteindre le territoire américain facilement. Ce qui se passe aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine. Voilà, ce n'est pas le cas. Donc il n'y a aucune menace militaire, encore moins une présence militaire étrangère en Amérique latine. Il n'y a que de la coopération économique, l'existence de compagnies qui sont concurrentielles, mais comme Trump est venu avec l'idée de contrôler les matières premières, donc il s'est dit que le pétrole du Venezuela devait revenir aux Américains. Oui. C'est cette logique-là. Donc si on va avec ce principe-là, donc tous les pays qui ont nationalisé le pétrole, comme l'Algérie en chassant les entreprises françaises, les entreprises américaines chassées de l'Iran, hein, donc c'est quoi? Ça veut dire tout le monde va revenir occuper ces pays-là. Sur ces décisions, voilà. Donc l'indépendance des pays est reniée. C'est pour cela que l'administration américaine est en train de composer dans une sorte d'anarchie totale. Oui. Donc les organisations internationales, notamment l'ONU, étaient venues justement pour équilibrer, faire en sorte à ce que le monde ne vire pas vers le chaos, que les relations doivent se baser sur des lois, des résolutions. Ce n'est pas la jungle. Pas du tout la jungle. Alors les Américains sont en train de consacrer le non-droit. En consacrant le non-droit, l'administration Trump tombe dans un piège aussi, c'est-à-dire même s'ils ont aujourd'hui essayé, enfin ils sont en train de mettre un pouvoir où ils ont contrôle à distance le Venezuela, ils n'ont pas de plan d'avenir. La seule chose que répète Trump, c'est que les compagnies américaines qui ont perdu de l'argent à travers cette nationalisation doivent être
compenser. Donc la situation actuelle, c'est rembourser les 5,9 milliards de dollars qui sont dus aux compagnies américaines après l'arbitrage qui a été fait par les tribunaux internationaux spécialisés dans le domaine des conflits commerciaux. Donc il y a eu et Trump a décidé de prendre 50 millions de barils comme compensation. Donc c'est un petit peu... De faire lui-même le partage, Oui. Et l'avoir vendu, et c'est lui qui fait le partage pour le Venezuela. Oui, c'est-à-dire c'est lui qui rembourse les compagnies. Voilà. C'est-à-dire pour 50 millions de barils, c'est la moitié que prenait la Chine, maintenant il se charge de la prendre à lui. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le fait que je contrôle le pétrole et l'avenir aussi. C'est pour cela qu'il évoque le Groenland, parce que le Groenland, donc quand on revient au rapport lui-même de la sécurité nationale, on voit qu'il y a les trois minerais importants qui sont le lithium, les terres rares et bien évidemment l'uranium, bien que le Groenland possède. Il a pour objectif de contrôler le Groenland et qu'il l'inclut dans l'hémisphère ouest, Western Hemisphere. Donc il est dans cette logique-là. Il considère que s'accaparer des richesses, c'est cela l'avenir. Et c'est consacré justement le colonialisme sur lequel pourtant les Américains à l'origine ont dit nous sommes contre le colonialisme et ils ont toujours dit que nous avons participé à l'autodétermination des peuples à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, ni droit international n'existe, ni souveraineté des peuples. Donc Trump vient avec cette ambition et cette idée et ce principe. Je prends ce que je veux et je trouve la formulation. Et auparavant, ce qui est aussi stupéfiant au sein de l'administration américaine, auparavant, n'importe quel président, qu'est-ce qu'il fait? Avant de prendre n'importe quelle décision, il consulte ses adjoints, ses conseillers, il consulte tout le monde avant de prendre des décisions. Aujourd'hui, au sein de l'administration américaine, qu'est-ce qui se passe? Ce sont justement les adjoints et les conseillers qui endossent son idée, c'est-à-dire ils font en sorte à ce qu'ils font accepter son idée. C'est-à-dire tout ce qu'il dit, il l'accepte. Personne ne le remet en cause, parce que s'il est remis en cause, n'importe qui sera chassé ou exclu. Donc on est dans une logique vraiment... En plus. Non, c'est pas plus que ça. C'est-à-dire que le monde aujourd'hui regarde une puissance mondiale, une superpuissance, avec à sa tête une administration qui est imprévisible à tous les points de vue. On voit le revirement qui s'est produit avec la Russie. Au départ, Trump voulait vraiment régler la question, le conflit ukraino-russe. Aujourd'hui, on voit que c'est le contrat qui se produit. Oui, c'est très intéressant ce que vous dites, mais il nous faut beaucoup de temps parce que vraiment, c'est très, très intéressant pour pouvoir un petit peu plonger dans cette mentalité, si vous voulez, de Trump et de l'administration donc américaine. Adnan lui-même, bien sûr, il y a eu une réaction. Il y a eu une réaction de la part de Moscou qui dénonce une violation du droit maritime. D'ailleurs, le ministère russe des Transports dit que ces navires étaient dûment enregistrés auprès des juridictions d'autres États. Et donc, il dénonce l'utilisation de la force. Mais ça reste quand même insuffisant comme réaction de Moscou. Ou est-ce que vous en pensez le contraire ou peut-être différemment? Tout à fait, c'est une réaction très modérée, trop modérée même pour être précis. Mais il faut attendre parce que de toutes les façons, nous vivons une période charnière, une période de basculement. Le monde de 2026 ne sera pas le monde de 2025. Provoquer les Russes de cette manière va très certainement appeler tôt ou tard une réponse. Je ne pense pas du tout que les Russes en resteront là, puisque parce qu'il s'agit d'un changement structurel. Il ne s'agit pas d'une simple entorse aux règles du jeu communément admises. Il s'agit d'une annulation des règles du jeu et de la substitution à ces règles du jeu de l'unilatéralisme impérialiste et expansionniste américain qui doit être imposé en premier lieu à la Chine et à la Russie. Donc, il s'agit là d'un changement structurel, d'un acte qui touche aux structures même de la communauté internationale et du système international tel qu'il a
été imaginé et mis en place après la Seconde Guerre mondiale. Donc, de toutes les façons, les Russes auront de nouvelles occasions de montrer leur véritable position, puisque Trump ne va pas s'en tenir là. Il a commencé à partir de début 2026 à appliquer sur le terrain, en employant tous les moyens afférents, à appliquer sa nouvelle doctrine géopolitique, qui est une doctrine véritablement nazie. C'est la doctrine de l'espace vital. Merci beaucoup, Monsieur Adnan Limam. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, juste pour conclure, alors même pas moins de 30 secondes. Bien sûr, pour dire que les mesures de rétention qui sont envisagées par Moscou, c'est de contrôler la mer Noire, notamment filtrer tous les bateaux qui viennent notamment vers l'Ukraine, ça touchera y compris les bateaux américains. Merci beaucoup, Kamel Mansari. Vous êtes directeur de publication au Jeune Indépendant. Merci, Monsieur Adnan Limam. Je rappelle que vous êtes professeur du droit public et de relations internationales. Merci à vous de nous avoir suivis dans la précipitation. Merci, au revoir.